que pleine conscience, ça sonne un peu ésotérique, mais vous qui êtes plutôt en neurosciences, vous connaissez certainement les recherches en neurosciences cognitives sur la pleine conscience, donc qui vont avoir une influence sur un certain nombre de processus psychologiques et de processus cognitifs qui, à leur tour, vont agir sur l'ensemble des catégories de compétences psychosociales. C'est pour ça qu'on a parlé de développement transversal, c'est qu'on ne va pas prendre une compétence par atelier, on va faire des pratiques de pleine conscience, je le détaillerai un peu plus juste après, et en faisant ce type de pratique, on va agir sur des processus comme la décentration, donc cette capacité à prendre du recul par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc simplement apprendre à observer sans se laisser embarquer par le mouvement de l'émotion. L'émotion, hein, elle va avoir cette tendance à nous pousser à faire une action. Donc, l'émotion de colère va nous pousser à agir. L'émotion de peur, elle va nous pousser à nous mettre en retrait. Et donc, en fonction de la situation, on va simplement observer cette émotion et se poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller dans ce mouvement ? Est-ce que là maintenant, si je suis en pleine réunion et je me mets à crier sur les gens, ça va être constructif, utile, ça va permettre de suivre les objectifs que je me suis fixés, ou est-ce qu'il vaudrait mieux faire différemment ? Donc par exemple, diminuer l'intensité de l'émotion et du coup parler sans crier. Donc l'idée, c'est vraiment retrouver cet espace de liberté entre un stimulus qui va survenir dans la situation, une émotion ou une pensée, et la possibilité de se dire, en fait, non, je ne vais pas rentrer dans ce mouvement-là, ça ne va pas être le plus adapté, je vais choisir une autre réponse. Donc, cette capacité de décentration, elle va agir à la fois sur des compétences psychosociales d'ordre cognitif, puisque pour résoudre des problèmes, ça va être beaucoup plus efficace, je suis capable de prendre différentes perspectives par rapport à cette situation. Ça permet aussi de développer des compétences d'ordre émotionnel, notamment la régulation des émotions, puisque je peux prendre du recul par rapport à l'émotion plutôt que de me laisser embarquer, d'avoir des ruminations qui vont augmenter l'intensité de l'émotion. Et ça va avoir une influence sur des compétences sociales comme l'empathie, puisque je vais être davantage en mesure de prendre la perspective d'autrui. Donc, sachant que ces pratiques n'ont pas seulement une influence sur des processus de décentration, mais aussi sur des processus d'attention, d'acceptation, d'autocompassion, on pourra y revenir, qui, à leur tour, donc, vont agir chacun sur différentes compétences psychosociales. Et au total, donc, si on a un programme de 8 séances de 2 heures, au bout de 16 heures, on a les mêmes effets sur la promotion de la santé mentale. Donc, c'est deux façons différentes de pouvoir développer la santé mentale et les compétences psychosociales qui vont avoir des effets durables. Alors, je vais revenir un peu plus en détail sur cette question puisqu'elle continue à faire débat en France. Régulièrement, on est contacté par le ministère qui dit « Bon alors, est-ce qu'il faut interdire ou pas les pratiques de pleine conscience à l'école ?» Alors qu'on a fait une note, donc il y a une note du CESEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a fait une synthèse finalement de toutes les recherches dans le champ de l'éducation et qui montre qu'il n'y a non seulement pas de risque, mais des effets prometteurs. Donc on a tout intérêt à continuer à expérimenter dans cette direction. Alors qu'est-ce que c'est concrètement la pleine conscience, que nous on a appelé d'abord plutôt des pratiques d'attention ou de présence attentive? C'est un état qui résulte du fait de porter son attention de manière intentionnelle au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déploie instant après instant. Donc ça, c'est la définition de Kabat-Zinn, que vous connaissez peut-être, qui est médecin et qui a d'abord développé ces pratiques auprès de patients douloureux chroniques qui, en fait, étaient résistants au traitement. Donc, son objectif, c'était de permettre à ces patients de pouvoir mieux vivre avec ces douleurs chroniques. Et en fait, lui, il pratiquait la méditation de pleine conscience et il s'était aperçu que c'était une manière très efficace, par exemple, quand on a des maux de dos, plutôt que de se crisper pour essayer d'avoir moins mal et du coup, en fait, ça empire la situation, eh bien, apprendre à simplement aller observer, accueillir, mais avec une forme de détente qui est générée par cette attitude psychologique qu'on peut développer, qu'on appelle l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est pas la résignation, c'est pas le fait de se dire bah oui c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. C'est le fait d'accepter d'aller au contact, de voir comment c'est, plutôt que de chercher à fuir, de se crisper, de lutter contre, ce qui va en fait augmenter les tensions.
Donc, il a fait ces expérimentations, les premières expérimentations dans les années 80 auprès des patients. Et ces programmes se sont avérés efficaces pour la gestion des douleurs chroniques et la gestion du stress d'une manière générale. Et donc ensuite, ça a été expérimenté plutôt dans le champ de la santé mentale, donc pour les patients dépressifs. Et aujourd'hui, c'est un traitement qui est recommandé en termes de prévention des rechutes dépressives. Et c'est un traitement qui a été montré aussi efficace que le traitement médicamenteux. Donc c'est considéré comme faisant partie des approches efficaces aujourd'hui, sachant que quand John Kabat-Zinn a démarré ses recherches, donc il y avait très peu de chercheurs qui travaillaient là-dessus. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 articles qui sortent chaque année dans différents champs, donc vous pouvez trouver des méta-analyses sur tous les secteurs à peu près. Là, on va s'intéresser plus au champ de l'éducation. Alors, il y en a eu davantage en milieu scolaire, mais je vais vous montrer aussi une étude récente en contexte universitaire. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort dans le contexte scolaire, c'est des effets donc, à la fois sur des processus cognitifs, notamment des fonctions exécutives, comme l'attention, qui vont du coup améliorer les performances scolaires. Une réduction des comportements problématiques, puisqu'on va être davantage en mesure de choisir des réponses par rapport à des situations plutôt que d'être embarqué dans des automatismes. Une meilleure efficacité par rapport à des situations difficiles comme la crise sanitaire, et ça faisait partie des recommandations du Haut Conseil de la santé, Haut Conseil de la santé, HAS, oui. Haute Autorité de Santé. Merci. Ça faisait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé pendant le Covid de pouvoir pratiquer la pleine conscience puisque ça augmente les compétences de résilience et les compétences notamment de gestion des émotions. Ça améliore le bien-être à l'école et ça diminue les problématiques de santé mentale des enseignants qui sont une population particulièrement à risque aujourd'hui en France, à risque de burn-out, de stress, d'anxiété, de dépression. Dans le contexte universitaire, il y a eu quelques études donc moins vastes que celles qui ont été présentées en contexte scolaire, mais tout de même une étude que j'ai trouvée très intéressante qui s'est publiée dans le Lancet, qui montre que par rapport, donc pour des étudiants en difficulté qui consultent au centre de santé, les programmes de pleine conscience sont plus efficaces que le suivi habituel qu'ils reçoivent. Notamment aussi en termes de réduction du stress par rapport aux examens. Et des tailles d'effets modérés, pour les interventions en psychologie, c'est très bien, des tailles d'effets modérés. Par rapport à ces pratiques de pleine conscience, ici, donc quand j'étais encore à Grenoble, on s'est intéressé avec Aurélie Gaucher et Céline Bayens à des pratiques qui pouvaient être plus faciles d'accès que les programmes de pleine conscience classiques. Peut-être vous les connaissez, les programmes de pleine conscience classiques. Donc c'est 8 semaines, une séance de 2 heures par semaine, mais ensuite on demande aux participants de pratiquer chez eux 45 minutes par jour, 6 jours par semaine. Donc typiquement, quand on travaille avec des professionnels de la santé ou avec des enseignants ou avec des parents, c'est très peu réaliste. Et en fait, même les étudiants, ils trouvent que voilà, ils ont peur que investir du temps dans ces pratiques, c'est du temps en moins qu'ils investissent dans leurs études ou dans leur travail, etc. Donc c'est un frein majeur à la fois à l'inscription dans ces programmes, mais aussi une fois qu'on est dans le programme, on n'arrive pas à trouver ce temps-là, sauf quand on est patient, hospitalisé, je dirais, on n'a rien de mieux à faire que ça. Mais quand on a une vie active et tellement de choses stressantes et qu'on n'a déjà pas l'impression d'avoir assez avec les 24 heures dans une journée, en fait, c'est très compliqué. Et les personnes culpabilisent de ne pas pratiquer. Donc, elles se disent « Ah ben non, je ne suis pas faite pour ça » ou « C'est pas fait pour moi ». Et il y a beaucoup de décrochage. Donc, on s'est dit que finalement, par rapport au programme classique qu'on avait expérimenté, notamment avec des étudiants, donc il y a le MBSR, qui est le Mindfulness Based Stress Reduction, qui est le plus répandu, on va dire, dans le champ de la santé. Et il y a un programme adapté aux étudiants qui s'appelle MBCOP, Mindfulness Based Coping with University Life, qu'on a du coup, nous, testé ici avec les étudiants. Et on s'est aperçu que ces programmes sont efficaces, mais que en fait, les gens ne font pas de pratique formelle.
la majorité des participants ne pratiquent pas les 45 minutes, ne font pas de méditation assise, allongée, etc. Mais ils essayent d'intégrer ça un peu dans leur quotidien. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas tester un programme qui n'est fondé que sur des pratiques intégrées dans le quotidien. Donc c'est ce qu'on a testé, donc basé finalement sur les 5 sens, comment dans le quotidien on peut être plus attentif quand on serre la main de quelqu'un, quand on ouvre la porte pour accueillir le prochain patient, quand on parle à quelqu'un, etc. Donc être plus attentif, être plus dans le moment présent grâce à nos 5 sens et avec cette attitude que Jon Kabat-Zinn a appelée non-jugement. Alors en fait, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de jugement, c'est que le jugement arrive et que l'idée c'est d'en prendre conscience. Donc j'ai un jugement qui arrive et je peux décider de le laisser de côté parce qu'en fait il va perturber ma façon de voir les choses. En fait, ça nous met des sortes d'œillères et on ne peut pas aller vraiment à la rencontre de l'autre tel qu'il est puisqu'on va avoir un certain nombre de filtres qui sont liés à nos représentations préalables. Donc l'idée c'est plutôt cette capacité à lever le jugement pour vraiment aller vers la réalité d'une manière plus objective et plus ouverte. Donc on a finalement développé un programme qui s'appelle FOVEA, avec aussi Martial Mermiou du LPNC d'ailleurs, où on a du coup testé, donc c'est pareil, c'est un programme en 8 séances, 2 heures par semaine, mais pas de pratique formelle. Donc après, pendant une semaine, on leur dit, dans votre quotidien, quand vous sentez que vous voulez revenir dans l'ici et maintenant, pendant une semaine, vous allez utiliser le toucher pour faire ça. Donc quand vous sentez que vous êtes stressé par un exposé, vous pouvez simplement accueillir la fraîcheur de la table, revenir dans l'ici et maintenant. Quand vous voyez que vous partez dans vos ruminations, vous pouvez juste sentir la texture de votre vêtement. Donc, voilà. Donc pendant une semaine, s'appuyer sur un sens et puis après, petit à petit, on développe cette attitude aussi par rapport à ses émotions, par rapport à ses pensées et par rapport à autrui. Donc, on a mesuré avant, après les 8 semaines et 2 mois et demi plus tard pour voir si les effets étaient maintenus. Donc, ici, on a le avant-après, donc le groupe qui a suivi le programme FOVEA, le groupe contrôle sur liste d'attente. Donc, on cherchait à voir si c'était efficace en termes de réduction des problématiques de santé mentale en population générale. Donc, on voit ici une efficacité du programme FOVEA par rapport au groupe sur liste d'attente en termes de réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression, l'amélioration de la satisfaction par rapport à la vie. Et ce qu'on voulait vérifier surtout, c'était est-ce que, à travers des pratiques uniquement intégrées au quotidien, on arrive quand même à développer les compétences de pleine conscience. Et c'est le cas. Donc, on a utilisé la FFMQ pour ceux qui connaissent, donc avec les 5 facettes de la pleine conscience. On a une augmentation de 12 points, ce qui est l'équivalent des programmes MBSR classiques avec pratique formelle. Et surtout, ce qu'on voulait vérifier aussi, c'était est-ce que les gens, du coup, ne décrochent pas, donc pratiquent vraiment. Et on a un taux élevé de personnes qui vont intégrer ça dans leur quotidien, sachant que quand on faisait les programmes MBSR sur les mêmes populations, on avait seulement 30% à peu près de pratique. Donc, on voit que c'est plus facile d'accès avec des retours très positifs. Et on voulait vérifier que les effets sur la santé mentale étaient bien liés à une augmentation de la pleine conscience. Et c'est le cas, c'est une médiation complète. Donc, tous les effets passent bien par une augmentation de ces compétences de pleine conscience. Et puis ensuite, on a voulu vérifier que c'était maintenu dans la durée. Donc, ici, c'est le groupe qui a intégré le programme FOVEA au début. Donc, le temps 1, le temps 2, on a une réduction des problèmes de santé mentale qui sont maintenus à 2 mois et demi après. Et ici, c'est le groupe qui était sur liste d'attente. Là, ils intègrent le programme FOVEA et donc, ils rejoignent les scores de stress, d'anxiété, de dépression de l'autre groupe. Il y a un autre pan de recherche où on a observé à peu près les mêmes effets. Donc, c'est tout le champ de recherche autour des interventions de psychologie positive, où là aussi, donc c'est très utilisé dans le champ de la santé mentale, à la fois en prévention, mais aussi en thérapie. En plus des TCC, c'est des pratiques qui sont ajoutées dans les pratiques TCC classiques. Donc, là, comme tout à l'heure, c'est... si on faisait un programme compétence par compétence, CPS classique, ou bien si on développe des interventions de psychologie positive qui vont viser certaines
certains processus cognitifs, notamment le biais de négativité. Donc c'est une tendance naturelle des humains à porter l'attention en priorité vers ce qui ne va pas. Donc imaginons dans une salle, il y a une personne qui se met à bâiller, ben, vous n'allez voir que ça. Ou bien si